Salut, est-ce que ça marche? Bon, alors il est 11h30, on va commencer. Cette conférence dure jusqu'à 12h15, donc je sais que c'est un horaire assez sensible. Donc si jamais à la fin vous êtes hyper pressé d'aller manger, je vous propose de commencer par la conclusion. Donc l'authentification multifacteur, l'authentification forte, vous avez compris avec ce talk que vous avez écouté avec attention que oui, il faut en mettre. Et donc, même plus particulièrement, vous allez imposer de l'authentification forte aux profils qui ont accès à beaucoup de données personnelles. Parce que finalement, ça va être ça votre analyse de risque, la base de votre analyse de risque. Vous allez la proposer aux autres profils en option. Et on va voir pourquoi juste en option. Techniquement, vraiment, il n'y a pas de difficulté à ajouter de la double authentification parce qu'il y a plein d'outils. Mais vous allez avoir du taf en termes d'expérience utilisateur et d'accessibilité. Voilà. Donc même si vous voulez aller manger maintenant. Merci de votre attention. Bien, maintenant que j'ai plié la conclusion, je vais passer à l'introduction. Donc je m'appelle Agnès, comme ce n'est pas écrit sur cette diapo. Peut-être oublier un détail. Je suis développeuse full stack depuis 15 ans. Et depuis 4 ans, mon langage principal, c'est le Python. Donc je ne suis pas tellement spécialisée en sécurité, mais plutôt en accessibilité, en HTML, CSS, sémantique. Vous savez, je suis ce genre de personne un peu grincheux qui n'aime pas les single page apps. Mais je peux expliquer pourquoi. Actuellement, je suis salarié et sociétaire chez Hbank, qui est une coopérative lyonnaise spécialisée en ingénierie informatique et en Python. Mon client principal, c'est le secteur public via le programme BetaGouv. Et il se trouve que c'est un contexte où on est souvent amené à manipuler des données personnelles. Et donc c'est là que j'ai été confrontée à toutes ces problématiques de sécu et de double authentification pour la première fois en tant que personne qui devait la mettre en place. Et aussi j'ai des enfants. Donc voici l'œuvre de ma fille qui me représente en train de faire cette expression. Donc c'est une expression que je fais parfois avec mes enfants et malheureusement aussi assez souvent quand je m'occupe d'accessibilité et dans une moindre mesure de données personnelles. Alors cette conférence ne contient pas d'images générées par IA générative et toutes les images d'introduction ont été brodées pixel par pixel en conférence. La preuve avec cette photo de Mixit 2024. Comment je vais structurer cette conf? D'abord, je vais vous expliquer de quoi je parle pour être sûr que tout le monde parle de la même chose en vous définissant les termes. Ensuite, je vais contextualiser. Pourquoi est-ce que j'estime que c'est important de se préoccuper de ces questions d'authentification? Ensuite, un petit passage rapide sur la technique pour que vous ayez les bases, pour que vous compreniez comment ça marche et surtout comment ça ne marche pas. Et enfin, un petit retour d'expérience sur une implémentation réelle et l'ouverture du sujet vers des problématiques plus larges et plus réelles. Sans transition. C'était un peu rapide quand même. La première partie, donc de quoi on parle? Et donc je voulais m'arrêter sur cette diapo pour m'ébroder en pixel art. Donc l'identification, qu'est-ce que c'est? C'est dire qui je suis. Par exemple, je suis Céline Dion. Donc là, on voit que je peux dire n'importe quoi, basiquement. Donc il manque quelque chose. Et ce quelque chose qui manque, c'est l'authentification. L'authentification, c'est prouver qui on est. Et donc quand on est un humain et qu'on essaye de prouver qui on est à une machine, comment on fait? On a ce qui s'appelle des facteurs d'authentification. C'est un mot un peu fancy pour dire un moyen de prouver qui je suis. Donc il y a 3 types de facteurs d'authentification. Il y a les facteurs de connaissance, quelque chose que je sais. Donc ça, c'est le facteur le plus courant sur le grand Internet du monde, c'est les mots de passe. Vous avez le facteur inhérent
On parle aussi d'authentification biométrique. Donc, c'est tout ce qui va être scan d'empreintes digitales, les scans de votre visage, les scans de rétine éventuellement dans les films d'espions. Alors, en fait, l'ANSSI dit que l'authentification biométrique seule n'est pas suffisante pour un certain nombre de raisons. Donc en fait, l'authentification biométrique, vous n'allez jamais l'utiliser seule, vous allez toujours l'utiliser en combinaison avec autre chose. Et les facteurs de possession, c'est quelque chose que je possède et que j'ai oublié dans mon sac. Oh, zap. Donc c'est des petits objets que vous mettez dans votre poche et qui contiennent une clé cryptographique. Et c'est l'appareil qui vous authentifie auprès du service. Donc des exemples de facteurs de possession. Vous avez déjà vu ce genre d'interface sur votre téléphone. Donc ça, c'est du TOTP. Est-ce que vous avez déjà vu des YubiKey ou la variante libre, les NitroKey? Il y a des gens qui hochent la tête. Est-ce que vous avez déjà été chez le médecin et vous avez vu la carte de professionnel de santé? Donc ça, c'est une carte à puce. Et en fait, c'est la clé qui est contenue dans la puce qui authentifie le médecin auprès des services de l'assurance maladie. Hop, j'arrive. C'est que je me disais bien que j'avais oublié un truc. Et donc ça, c'est un autre facteur d'authentification de possession. Et je vais en reparler tout à l'heure. Et donc la double authentification. Maintenant qu'on revient aux définitions, la double authentification ou authentification à deux facteurs, multifacteur, c'est une authentification qui utilise au moins deux types de facteurs différents. Donc un mot de passe avec un code OTP, c'est un facteur de connaissance combiné à un facteur de possession. Quand vous avez une passkey sur votre ordi qui est déverrouillée avec une empreinte digitale, c'est un facteur de possession combiné avec un facteur inhérent. Et l'authentification forte, c'est pas exactement la même que la double. C'est une authentification qui utilise au moins un moyen d'authentification robuste au sens cryptographique du terme. Donc c'est pas de la double authentification, parce que vous pouvez avoir de la simple authentification forte. Donc par exemple avec une YubiKey ou une passkey, si vous ne la déverrouillez pas avec autre chose, c'est de la simple authentification, mais c'est de l'authentification forte. Et voilà. C'est ça que je voulais dire. Authentification simple mais forte. Sur GitHub, on peut se connecter avec juste une passkey ou juste une clé physique. C'est clair? Donc passons à la suite. Donc là, c'est la partie où je râle et j'essaye de ne pas trop râler. Donc, qui doit se préoccuper de double authentification? Je reformule. Il faut se préoccuper de double authentification avant que ce soit trop tard. Ça veut dire avant que quelqu'un se rende compte que ça manque et vous le demande en criant très fort. Et pourquoi? Et plus généralement, pourquoi vous allez vous préoccuper de sécurité? Est-ce que c'est pour protéger la réputation de votre entreprise? Est-ce que c'est pour garder votre job? Ce qui est une raison légitime, mais ce n'est pas la vraie raison. Je vais vous donner ma vraie raison, c'est la loi, et l'éthique aussi. Qui a déjà entendu parler du Règlement général de protection des données? Ouais, vous êtes chaud. Qui kiffe le RGPD? Pas grand monde. Et qui a lu le RGPD? Oh, je suis impressionné. Moi, j'ai lu un bout. Donc, est-ce que vous savez globalement que le RGPD, ça parle d'autre chose que de bannière de cookies? Voire que ça parle pas du tout de bannière de cookies. Donc, en fait, le scoop, moi, quand j'ai préparé ma conf, le RGPD, il parle de gens. Il parle de gens comme vous et moi, en chair et en os. Et en fait, tout l'esprit de cette loi, c'est protéger les gens qui habitent en Europe et qui utilisent l'informatique. Donc là, il y a un petit bout de RGPD. Il paraît que si je le lis à voix haute, c'est très relaxant.
Donc ça dit, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. Donc niveau grammaire, je ne suis pas trop d'accord, mais qu'est-ce que ça dit? Les mots-clés, là, c'est les droits et libertés des personnes physiques. Donc, c'est les gens. Ça parle aussi de risques et de donner un niveau de sécurité adapté aux risques. Donc, en fait, ce que ça veut dire, cet article 32 du RGPD, c'est que la sécurité de vos systèmes informatiques, c'est une obligation légale. Voilà. Et donc, pour votre culture, vous avez des devoirs à la maison, c'est de lire l'article 5 et l'article 32 du RGPD. Parce que je ne vous cache pas que les 90 articles, c'est un peu long. Surtout que la grammaire, c'est ça tout le long. Mais l'article 5, en fait, c'est le résumé du principe de la loi. Et l'article 32, c'est ce qui parle de sécurité plus particulièrement. Et donc, 2 articles, ça fait moins peur que 90. Et c'est intéressant. Donc, le RGPD parlait de risques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de risques? Est-ce que vous avez déjà fait une cartographie, une analyse de risque? Un risque, c'est la combinaison d'une probabilité d'occurrence et de la gravité d'un événement. Donc, quand on parle de données perso, on est où sur la matrice de cartographie des risques? On est sur une probabilité élevée d'occurrence d'événements désirables. C'est-à-dire que le sport national du dark web, c'est le vol de données perso. Là, on va sur bonjourlafuite.org. On a beaucoup de lectures, malheureusement. Et ce dont vous n'avez peut-être pas conscience, c'est qu'en fait, la gravité d'un vol de données, pour certaines personnes, c'est grave. Là, par exemple, sur le screenshot de gauche, vous avez des avocats qui ont été menacés de mort parce qu'ils ne votaient pas très à droite. Et si leur adresse postale se retrouve dans la fuite de la poste, par exemple, et qu'il y a un méchant qui passe par là, ça va mal sûrement se passer pour l'avocat. Donc en fait, je sais que ces données, là à droite, elles sont de plus en plus accessibles à des gens qui ont de moins en moins de compétences techniques. Et un jour, il y a une de ces fuites qui va permettre à un méchant de trouver une victime. Et ça, franchement, ça m'embête, quoi, pour dire les choses sans gros mots. Donc moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la sécurité des données, c'est la sécurité des gens. Quand, par négligence, on laisse partir dans la nature des identités, des adresses postales, on met des gens en danger. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que tous, collectivement, en tant que profession, en tant qu'industrie, on fasse un peu plus attention à ces histoires de données perso. C'est pas pour nous embêter que cette loi existe. Et au-delà de l'obligation légale, en fait, c'est de l'éthique de base. OK ? Donc, ne faites pas comme la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui, après s'être fait voler 370 000 adresses postales, avec des noms et des dates de naissance, donc le petit kit d'usurpation d'identité pour le hacker du dimanche, ils ont tenté de minimiser en disant « ça va, il n'y a aucune donnée bancaire qui n'a été volée ». Et à la fin, ils se sont excusés. Donc ça va. Voilà. Donc, un point pratique, en fait, on peut changer son RIP si on a besoin, on peut changer de carte bleue. C'est plus difficile de changer d'adresse postale. En tout cas, c'est quand même un peu pénible, parce qu'il faut genre déménager. Et définitivement, je ne peux pas déménager à chaque fois que mes données sont volées. Et je ne crois pas que j'ai de moyens légaux de changer de date de naissance. Donc en vrai, bon, bref, je vais arrêter de râler. Ce qui est intéressant, c'est le point du milieu. Les données ont été volées grâce à des usurpations de compte de Presta qui utilisaient le portail. Et ça, en fait, c'est un point qui est très récurrent sur les fuites de données récentes sur les dernières années. La technique, c'est d'aller compromettre un compte qui est privilégié et à partir de ce compte-là, d'aller chercher les données personnelles des autres comptes. Les fuites de données de bases de données complètes,
Je ne vais pas dire que ça n'existe plus, mais c'est plus du tout le profil de risque principal qu'on a sur les données perso. Donc, en résumé, les données de vos internautes sont précieuses. Ils vous les ont confiées. Soyez-en dignes, prenez-en soin, ou alors vous les supprimez. Imposez de l'authentification forte, et pas de la double, de la forte, pour tous les profils administrateurs, administratrices. Et donc ça, c'est large. En fait, c'est tous les profils qui ont accès à des données perso. Donc ça contient les administrateurs techniques, mais ça contient aussi les comptables, vos collègues, les prestataires de livraison, les stagiaires, même si vos stagiaires ont accès aux données perso, il faut authentifier correctement leurs accès au portail et à toutes ces données perso. Et ça vaut que vous soyez destinataire ou sous-traitant des données perso. Même si vous êtes que intermédiaire, les données, elles sont là quand même. Il faut faire attention. Et donc, pour les autres, ceux qui ont accès que à leurs propres données, vous leur laissez à eux et à elles le choix de protéger ou non, avec la double authentification, leurs données. Mais en fait, si vos publics, c'est des personnes âgées ou des gens qui ont un peu de mal avec l'informatique, comme on dit, ça risque de plus les embêter et de restreindre leur accès à votre service, de leur imposer de la double authentification. Mais en fait, pour les pros qui ont accès à tout ça, il n'y a pas d'excuse. Il faut vraiment être très précautionneux sur l'authentification de ces gens-là. Ensuite, passons du côté technique. Retournons le canevas et voyons où passent les fils. Comment ça marche en gros? Et là, je vais vous parler que des facteurs de possession, donc les petits objets. Parce que la biométrie, c'est vraiment à la marge. Donc, il y a deux stratégies sur les facteurs de possession. Il y a les facteurs symétriques à secret partagé et les facteurs asymétriques où il y a deux clés différentes qui ont deux rôles différents. On commence par le symétrique. Et le contraste est vraiment dégueu. Donc, heureusement que j'ai amené la vraie. Donc, vous avez déjà vu le TOTP sur un téléphone. Est-ce que vous savez que ça marche même quand votre téléphone est en mode avion? Bien. Est-ce que vous savez que ça marche aussi sur des trucs comme ça, qui rentrent dans un portefeuille, avec de la sauce dessus? Donc là, il y a une petite vidéo. Donc en fait, on appuie sur le bouton et ça donne un code TOTP et c'est le même algo que ce qu'il y a derrière. Mais comment ça marche? C'est quoi cette magie? Eh bien, c'est pas de la magie, c'est des maths. Et on va résumer. Donc, moi, j'appelle ça l'algorithme sourcil. Pourquoi donc? Parce que c'est un secret partagé. Quand vous partagez un secret avec quelqu'un et que vous voulez être les seuls à partager le secret, ce qui est un petit peu le cœur de la sécurité de ce truc, vous faites des sous-entendus. Vous faites des jeux de sourcils. Je sais que tu sais. Voilà. Donc ça, c'est l'algorithme sourcil. Donc comment ça marche? Au début de leur histoire, au moment où la personne crée son compte, active la double authentification par TOTP, il y a une clé qui est générée, qui est en fait une suite aléatoire d'octets. Elle est partagée entre le client et le serveur, généralement par scan de QR code. Avec ça, ça marche un peu différemment. Et voilà. Donc ça va vite, c'est facile. Et ensuite, l'humaine vient et veut s'authentifier. Cette blague est trop grande pour moi, il faut que je fasse attention. Donc, comment ça marche? Globalement, on concatène l'heure qu'il est avec la clé secrète. On hash en SHA-1. J'ai mis un chat, parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener. Ça donne un hash qui est complètement imbitable pour un humain. Et donc, en fait, TOTP transforme ce hash de manière déterministe en code à 6 chiffres. Et donc, le code à 6 chiffres, l'humain le recopie. Le serveur fait les mêmes calculs de son côté. Il trouve le même code. C'est bon. C'est le bon humain. Donc, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, là, c'est pas très lisible. Mais en fait, le fait de comprendre l'idée de base, ça fait que vous allez comprendre les nuances dans la vraie implémentation. En vrai, on ne concatène pas l'heure qu'il est avec la clé.
on concatène le nombre de steps, de pas qui se sont écoulés depuis l'origine du monde. L'origine du monde de base, c'est le 1er janvier 1970, mais on peut le régler autrement. Le step de base, c'est 30 secondes, mais ça peut être réglé sur autre chose. Et surtout, si le client et le serveur ne sont pas à la même heure, il y a un problème. Donc, en général, les implémentations, elles permettent une tolérance, de dire il y a plusieurs mots de passe qui vont être valables à un instant T, et une déviation, un drift. Et donc, il nous arrivait des trucs marrants avec ces trucs, ces petites cartes physiques qui ont une horloge, mais quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, l'horloge ne va pas à la même vitesse. Donc, en fait, on avait tout un système pour détecter la déviation au moment de l'activation de la carte et gérer cette déviation. Donc, le fait de comprendre le principe de base, ça vous permet après d'avoir des petites variations dans la perfection de l'implémentation et de comprendre ce que vous faites. Ensuite, passons à la partie asymétrique. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de clés privées et de clés publiques? Oui. Alors, le principe de la clé privée et de la clé publique, c'est que c'est des clés qui vont par deux. Et ce n'est pas du tout des trucs aléatoires. C'est plus complexe de générer une paire de clés privées-publiques et de chiffrer et de déchiffrer en crypto asymétrique que ce qu'on a fait avant avec le TETP. Donc le principe, c'est que tout ce qui va être chiffré avec une clé privée ne peut être déchiffré qu'avec la clé publique correspondante. Et donc quand on chiffre d'abord avec une clé privée, ça donne un message signé, qui après peut être déchiffré par n'importe qui. Et à l'inverse, on peut chiffrer avec une clé publique pour donner un message confidentiel. Et après, ça ne peut être déchiffré que par la personne qui possède la clé privée à la fin. Et donc l'authentification asymétrique, c'est un challenge avec une signature au milieu. C'est ce que j'appelle l'algorithme de la star et du fanboy. Alors, qu'est-ce qui se passe au début? Au moment où j'active ma YubiKey ou mon truc, mon appareil génère une paire de clés privées et une publique, et il envoie la clé publique au serveur et garde la clé privée. Ensuite, le jour où je veux m'authentifier, voilà, on recommence. Le jour où je veux m'authentifier, le serveur dit au client « Oh là là, mais tu es une star, est-ce que c'est vraiment toi? Je suis tellement fan de toi. S'il te plaît, signe, fais-moi un autographe, signe la photo de mon chien, s'il te plaît. » Et donc, il lui envoie la photo de son chien. Et donc là, le device, il dit mais bien entendu, voici un autographe. Et il lui renvoie son autographe. Et qu'est-ce que fait le serveur avec ce message signé? Il le déchiffre avec la clé publique. Hop. Et il retrouve la photo du chien. Donc la personne en face était bien en possession de la clé privée. Donc ça marche. L'authentification a fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes de passe-soleil? Purée. Alors, on s'amuse bien. C'est marrant. Donc je vous l'ai dit, dans la réalité, vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails, mais c'est bien de connaître les bases. Mais surtout, ne refaites pas les choses à la main. Ok? On peut faire ça en pâtisserie. Ça donne des trucs marrants. On voit pas très bien sur la photo, mais le banana bread essaye de sortir et de s'évader. En sécu, on évite le fait maison. D'accord? On ne fait pas du do-it-yourself. On utilise des libs, des protocoles qui sont open source, qui sont validés par des RFC, par des standards. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça que veulent vos usagers. En pratique, comment ça se passe dans la vraie vie? Lourd est le parpaing de la réalité sur les tartelettes aux fraises de nos illusions. Oui, écoute, on était obligé de faire une référence à Boulet. Donc, dans la vraie vie, c'est très facile parce qu'il y a des outils qui font le travail. Mais dans la vraie vie, c'est très difficile parce que c'est la vraie vie. Donc, dans ma vraie vie à moi de développeuse Django Python, ajouter la double authentification, ça se fait en un quart d'heure.
Et encore, c'est parce que je vais lire mes messages au milieu. Donc en gros, il y a des packages qu'on peut installer, on descend la doc, ça marche. Et après, ça ressemble à ça. Donc il y a écrit activer l'authentification à 2 facteurs. Pour utiliser un générateur de jetons, veuillez scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone. Donc quelqu'un a dit un jour, une bonne interface, c'est quelque chose qui va vite, quelque chose qui est clair et quelque chose qui est cohérent. Alors ça va assez vite, mais c'est pas clair. Vraiment, il y a du jargon partout. Personne en français n'utilise le mot jeton pour parler d'un code à 6 chiffres. On est d'accord? J'ai expliqué ça à des Américains la semaine dernière. Ils étaient un petit peu étonnés. Même authentification, c'est un mot qui peut faire peur à des gens qui ne sont pas techniciens. Et il y en a quand même beaucoup, en fait, sur Internet. Il ne faut pas oublier ça. Et en termes de charte graphique, ça ne colle à absolument rien que j'ai intégré ces derniers mois. Donc voilà le look du formulaire de login quand j'intègre mon module sans rien faire de plus. Donc mon travail en général, c'est de mettre à la charte et de quand j'ai commencé à développer en Python, on m'a écrit des tests stupides pour éviter les bugs stupides. Et là, j'ai pas écouté. Donc j'avais pas écrit de test sur ces templates là parce que c'était pas mon code, c'était un package tiers. Et mon client m'a demandé juste de changer le nom d'utilisateur en email parce que ces users se connectaient avec un email. Donc j'ai juste modifié les templates et j'ai juste introduit un bug très subtil qui a bloqué la connexion pour tout le monde un mardi soir à 18h avec un script de rollback qui ne marchait pas non plus. Donc le petit rollback manuel à 18h en dictant des commandes au téléphone au client qui était le seul à avoir accès à son serveur parce que moi j'avais pas accès parce que les données étaient sensibles. Bah, ça réveille. Donc maintenant j'ai 2 petits tests dans ma suite de tests qui vérifient que les utilisateurs peuvent se loguer avec et sans double authentification en passant par ces formulaires. Donc je remplis les champs et je vérifie que ça marche. Ici, par exemple, il y a une interface, au contraire, que je trouve parfaite. Il n'y a pas de jargon, ça parle directement aux utilisatrices, aux utilisateurs. Ça parle d'un code temporaire, pas de jetons. Ça parle de la carte que, en fait, ils connaissent, parce que c'est ça. Ils l'ont reçue par courrier, donc ils savent de quoi on parle. Ça ne parle pas d'application TOTP. Ceux qui veulent utiliser le téléphone, ça parle de carte numérique, par exemple. Donc, mes devoirs de vacances pour la prochaine fois que j'aurai des vacances, ça va être de faire une contribution open source à ça pour remplacer le mot jeton par le mode code temporaire. Et je suis en train de comprendre comment marchent les traductions en Django, donc je vais peut-être vraiment le faire. Ça, c'est quand ça marche. Mais après, il faut quand même prévoir les situations d'échec. Parce qu'un facteur de connaissance, en fait, on l'oublie. La biométrie, on est vivant, donc on change. Quand vous êtes un peu fatigué, éventuellement après avoir bu un peu trop d'alcool, il y a des iPhones qui ne vous reconnaissent plus. Donc j'avais vu ça sur Instagram et j'ai fait un screenshot parce que j'ai dit « Ah, ça apporte de l'eau à mon moulin ». Et les facteurs de possession, les téléphones, les petites cartes comme ça se perd. Et c'est quelque chose qu'il faut prévoir en fait dans les parcours utilisateurs dès le début. Et donc là, c'est du vrai travail parce qu'il faut dire qu'est-ce qu'on accepte comme moyen d'authentification quand les facteurs primaires ne fonctionnent plus. Donc par exemple, pour la perte de facteurs de possession, on va proposer des codes, mais nous, on a des gestionnaires de mots de passe, donc on met nos codes dedans. Mais ma maman, elle n'a pas de gestionnaire de mots de passe et elle ne va pas recopier les codes de 20 caractères. Donc voilà. Donc il y a d'autres manières de faire qui peuvent être plus costauds ou moins costauds. Et donc c'est ce que fait la Poste. La Poste fait de l'authentification en double facteur. Et oui, c'est bien lui. J'étais obligée de la mettre. Elle marche que en français. J'étais obligée. Et donc en vrai, on rigole. C'est bon, c'est bien lui. Oui, c'est vrai. Donc en vrai, ça, c'est de l'authentification par tiers de confiance.
la Poste, dans France Connect Plus, elle joue le rôle de tiers de confiance. Elle va vérifier votre adresse mail, votre carte d'identité, et vous permettre d'activer votre appli. Et donc, en fait, l'authentification par tiers de confiance, on y pense peu, mais ça existe. Et en fait, c'est ce qu'on fait souvent quand on perd notre téléphone et qu'on appelle notre collègue pour dire tu peux me désactiver la double authentique juste 10 minutes pour que je la remette. Mais en vrai, il vaut mieux que ce soit prévu et formalisé plutôt que de dire ok, je sais pas trop ce qui va se passer. Et maintenant, parlons d'accessibilité. Donc là, il y a l'URSSAF qui va prendre, parce que hier soir, j'ai voulu déclarer la nounou de mon fils. Et je suis sur le nouveau site Page Emploi. Donc, ils ont mis en place un nouveau site à la place de l'ancien. Qui a utilisé Page Emploi, le vieux, ici? C'est nul, hein? Mais ça fait le taf. Donc, ils ont fait un nouveau. Et il a dû être codé en 2024-2025. Et ils m'ont dit, comme je suis expérimentatrice, envoyez-nous tout ce qui ne va pas. Attends, prends encore des photos. Et donc, j'ai trouvé plein de trucs qui n'allaient pas. Parce que parfois, je fais des audits d'accessibilité. Et donc là, je fais des audits sauvages. Donc, le champ texte principal, il n'est pas relié à son libellé. La case à cocher n'est pas reliée à son libellé. On est en 2024. On est en 2025. Le titre de la page n'est pas dans la bonne langue et n'est pas cohérent avec le reste du site. Et l'image de logo n'a pas de texte alternatif. En 2025. Juste. Voilà. Donc, s'il vous plaît. C'est un sentiment que j'ai au global. C'est que tout le monde s'en fout de l'accessibilité. Donc, par extension, tout le monde s'en fout d'une part absolument non négligeable de la population. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En tant qu'industrie, j'aimerais qu'on soit un peu plus à la hauteur que ce qu'on commet. C'est pas comme si l'information était cachée, quoi. Je suis allée sur MDN, j'ai cherché input et ça dit mettez des libellés. C'est le minimum en termes d'accessibilité. C'est la base, c'est le bare minimum. Est-ce qu'on peut aussi faire des progrès là-dessus? Parce qu'en fait, ce formulaire qu'on avait tout à l'heure, c'était l'équivalent de mettre un grand escalier juste avant un bâtiment qui est très accessible. Parce qu'en fait, le reste du site, il était pas mal. Mais en fait, là, il n'y a aucun parent aveugle qui peut rentrer sur le site. Parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Donc, la conclusion que vous connaissez déjà, j'attends juste que Diane prenne des photos parce que je suis très fière de cette illustration. Donc, la conclusion, allez pas manger tout de suite. C'est que oui, mettez de l'authentification forte, de l'authentification à deux facteurs. Imposez-la aux utilisateurs qui voient les données perso, parce que c'est par là que vont essayer de rentrer les méchants. Proposez-la aux autres profils en option, surtout si votre accessibilité n'est pas ouf, en option. La double authentification, techniquement, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, parce que les outils existent dans tous les langages. J'ai regardé en PHP, parce que c'est mon ancien langage. J'ai pas tout compris à Node, mais je crois que ça existe aussi. Et en Python, définitivement, ça existe. Et le vrai travail, ça va être l'intégration, l'expérience utilisateur. Et c'est OK, parce que c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour eux. Merci de votre attention.